Je m'appelle Dusingize Olivier et je suis MST, en français, technicien support pour différentes missions, notamment Mali, Burkina, Niger, et puis il y a la partie Middle East qui concerne la Palestine, Syrie, Yémen. Je pense que c'est ça, c'est 6 pays en tout, je pense. Donc, moi, mon travail, c'est d'apporter un support technique, notamment en énergie, pour toutes ces missions. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, faire une petite présentation sur le module 1 et le module 2 de RTT Énergie. Euh, donc, c'était le module 1, je pense que c'était enfin, juste une introduction. Et le module 2, on a commencé maintenant à voir les sources d'énergie. Et puis, une étude de cas. J'ai vu, il y a un tech polyvalent et un superviseur log. Est-ce que il y a quelqu'un qui a des notions en électricité ou vous êtes tous débutants en électricité? Moi, j'ai des notions. Bon, moi, je suis électricien. Tu es électricien. Ah, toi, Oui. je pense que le niveau est un peu... Moi, tu as un niveau un peu plus élevé par rapport à ce qu'on va présenter aujourd'hui, mais c'est peut-être un des rappels quoi, pour toi. Euh, moi, je et si suis quand même un débutant, hein. tu es débutant, ok, Ouais. donc on a quelqu'un qui a de l'expérience, qui est, si je me trompe pas, c'est Lucas, hein? Ouais, c'est lui. Ouais. Luc, ouais. Luc, tu es un électricien, et si Dibé, C'est Sidi. Sidi, Sidi, Oui, moi, lui, il est débutant, ouais, moi, je suis un débutant, vraiment. ok. On a encore un autre électricien de Rutshuru. OK. Oui, Donc, pour les électriciens, pour les gens qui ont des notions en électricité, ça va être c'est, oui, un rappel, quoi. ouais. Euh, pour Sidi, ouais, bon, ça va être peut-être plus intéressant pour lui. Donc, si je vais faire partager mon écran. euh, hmm, OK. So, bienvenue donc à ce webinaire sur euh, l'énergie. Euh, donc, on va commencer par un récapitulatif des modules, module 1 et module 2. On parlera de l'étude de cas, quelques notions sur l'énergie solaire. Et plus important, sera la partie question où on va essayer d'échanger sur euh, les modules en soi, mais aussi sur des questions que vous pouvez avoir aimé poser aussi, et aussi des expériences à partager. Donc, je ne vais pas faire ici expliquer dans quelles conditions MSF travaille. Tout le monde, enfin, vous connaissez mieux que moi parce que vous êtes sur le terrain et vous connaissez les questions, les conditions dans lesquelles on se trouvent nos infrastructures, surtout les hôpitaux, les maisons pour nos expatriés et puis les petits centres de santé et les défis qui vont avec. Donc, et le défi, en tout cas qui nous concerne, c'est comment, malgré les contraintes du terrain, comment assurer la continuité de service, comment
pouvoir alimenter nos structures en électricité. C'est là où on va essayer de trouver les solutions appropriées aux conditions et aux contraintes du terrain. La plupart du temps, on, on est peut-être dans des régions où il y a l'électricité de ville, et l'électricité de ville vous fournit une électricité stable. Quand on dit stable, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous entendez par là? Sidi. Bon, ici, quand on parle de stable, on parle de quelque chose là où il n'y a pas assez de coupures, voilà, Ah, on a au moins l'électricité de la ville qui est vraiment fréquent, avec moins ok. de coupures, c'est ça. Ok, et ça, c'est l'un des aspects. Mhm. Quelqu'un d'autre? Euh, on peut aussi parler des stables quand il n'y a pas de fluctuation, il n'y a pas de, donc la tension elle est statique, elle est O- suffisante aussi. Mhm. Ok, ça, c'est un autre aspect. Quelqu'un d'autre? Donc, on a parlé maintenant de la disponibilité et puis maintenant des paramètres de qualité pour l'énergie. Euh, Luc a parlé de la tension qui doit être stable tout le temps. Donc, quand on dit stable, quand cette tension, elle n'est pas fluctuante en termes euh, euh, de valeur par rapport au standard. Par exemple, si on est dans un réseau triphasé où c'est 400 volts entre phase et phase, on doit avoir des 400 tout le temps, pas de 410, 310, des choses qui varient dans le temps. Donc, cette stabilité au niveau de l'aval de la tension, et puis la disponibilité, mais aussi il y a un autre paramètre qui est la fréquence, qui doit être stable aussi, qui doit être fixe à 50 Hz. Donc on parle donc euh, d'électricité de ville stable quand toutes ces conditions sont réunies. Mais vous connaissez dans quelles conditions on travaille, parfois tous ces paramètres ne sont pas stable, comme on vient de le décrire. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas dire que l'électricité est stable. Donc ici, c'est pour ça qu'on parle des conditions idéales. C'est d'avoir cette électricité stable. Donc, on a parlé de la disponibilité, mais aussi on a parlé de la qualité en termes de paramètres mesurables, qui est la tension et la fréquence. Donc, à ce moment-là, quelle est la situation, par exemple, d'un hôpital? Est-ce que l'hôpital est raccordé euh, à l'énergie de la ville, ou il n'y a pas de connexion? Donc, est-ce que dans ce cas-là, l'électricité de ville est stable de la manière dont on vient de décrire la stabilité? Sinon, si ces paramètres sont réunis, donc on peut dire que la stabilité est là. On a une seule source d'énergie qui peut être l'énergie de ville. Parce qu'à ce moment-là, parce que la stabilité est toujours là et disponible, on n'a pas besoin de système de secours. Mais comme on dit que à l'hôpital, plus précisément, l'objectif est d'assurer la continuité de service 24 heures sur 24, 7 jours de la semaine. On prévoit quand même un générateur qui est là, au cas où. Euh, donc, quand on a l'énergie, une stabilité au niveau de l'électricité aussi, c'est-à-dire aussi au niveau, on n'investit pas beaucoup dans des systèmes de protection qu'on verra dans la seconde partie je pense que c'est la deuxième présentation qui va suivre pour clôturer aussi le RTT énergie. Donc on verra, c'est là où on va voir dans quelles conditions on installe des protections pour nos équipements aussi. Donc
dans les conditions idéales, on diminue l'investissement dans les systèmes de protection, ce qu'on verra plus tard. Conditions, ça c'est le titre étant toujours en anglais, c'est les conditions qui ne sont pas idéales. Ça, c'est les coupures fréquentes. Et c'est ce que Sidi disait, là, c'est la disponibilité. Combien d'heures par jour on a l'électricité? L'instabilité du réseau, c'est ces paramètres qui ne sont pas stables, qui peuvent avoir des conséquences sur nos équipements, surtout les équipements euh, euh, biomèdes, qui ont besoin d'une bonne stabilité au niveau des paramètres. Les installations très dangereuse. Il y a une photo ici, une boîte de jonction où on a utilisé de la toile isolante avec on dirait un bol de spaghetti. Là, ça c'est les conditions qui ne sont pas idéales. Donc, à ce moment-là, c'est là où on va maintenant commencer à protéger. Comment est-ce qu'on va protéger nos équipements qui coûtent cher? Par exemple, au laboratoire, les Sysmex et autres équipements. Ça, on verra encore dans la deuxième partie du RTT. Ici, on a mis le climat aussi et les animaux. Parce que dans la région où on a des rongeurs, ou les animaux qui peuvent se faufiler dans les, dans les installations électriques, ça peut manger des câbles et finir par causer des courts-circuits. Et à ce moment-là, alors, il faut mettre en place une stratégie pour assurer cette continuité de service. D'où diverses sources d'énergie qui vont aussi dépendre des contraintes dans lesquelles euh, on va travailler. Ça, c'est le côté humain aussi. Dans les régions un peu plus reculées, trouver des bons techniciens qualifiés, là aussi, ça devient un problème. Donc, pour garantir cette continuité, il faut qu'on puisse analyser la situation dans laquelle on se trouve et apporter des solutions qui vont permettre de garantir cette stabilité et cette disponibilité de l'électricité. Donc ici, on a plusieurs sources d'énergie. Ici, on a City Power, bon, ça c'est l'électricité de ville, le générateur. Le chargeur inverter, pour moi, ce n'est pas une source d'énergie, mais c'est plutôt un stock. Comment on peut stocker de l'énergie et l'utiliser quand on aura besoin. Euh, L'énergie solaire, maintenant on commence à avoir plusieurs installations solaires. J'ai vu Ruc derrière lui la photo, il y avait un système Victron. Peut-être il nous en parle un peu plus. Donc pour City Power, l'avantage, c'est que c'est facile à mettre en œuvre et à gérer. Mais encore une fois, c'est la qualité et la disponibilité dans le contexte MSF. Lorsqu'elle est disponible, on l'utilise encore une fois parce que elle est facile à intégrer. Les générateurs, euh, on peut avoir une grande variété de puissance pour les générateurs, mais le contre pour cette source d'énergie, c'est qu'on a besoin de carburant, le bruit et aussi la maintenance qui va avec. Donc, ça devient alors dans les conditions, encore une fois, qui vont dépendre du contexte de nos projets. Ça va être peut-être la source primaire, c'est-à-dire la source principale de l'énergie, et donc, ou une source de secours. Ici, on a, comme j'ai dit, le convertisseur chargeur. Ça va permettre à faire quoi? Ça va permettre à stocker de l'énergie dans les batteries. Actuellement, on commence à avoir des batteries qui sont comment dire, accessibles sur le marché et de bonne qualité, surtout des batteries lithium qui ont une durée de vie un peu plus
un peu plus élevé. Euh, pour la plupart du temps, on parle de 10 ans, mais qui supportent aussi euh, des températures élevées, sachant que les batteries classiques, gel par exemple, ont une durée de vie qui dépend aussi de la température. Plus la température, disons que quand la température dépasse de 25 degrés, la durée de vie de ces batteries diminue aussi. Donc, c'est une solution qu'on peut mettre encore en place pour assurer cette euh, disponibilité et pour des raisons de sécurité aussi. Donc, ça va permettre d'alimenter tout le temps des charges ou des lignes prioritaires. Donc, il faudra identifier des, comment on appelle, des équipements ou des lignes, quand on dit des lignes, des circuits prioritaires pour cela. On peut parler ici certaines conditions, peut-être pour la communication, pour l'éclairage de sécurité, pour, par exemple, les urgences, par exemple. Tous ces éléments ont besoin d'être définis correctement. Et aussi, euh, quand on dit défini, c'est aussi parce qu'on ne peut pas avoir un stock inépuisable et un stock illimité. Donc, ça va dépendre aussi du moment, de combien de temps on a besoin de faire fonctionner ces équipements. Je pense que vous avez vu dans les documents euh, qu'on a partagés euh, des, un fichier qui permet aussi de lister les listes d'équipements, la puissance pour ces équipements, le temps de fonctionnement pour ces équipements et le fichier vous permet de déterminer la taille du convertisseur chargeur et la taille du banc de batterie. Donc, quand on l'utilise, comme j'ai dit, c'est pour ces lignes prioritaires ou les charges prioritaires et des petites charges parce qu'on ne va pas, par exemple, alimenter tout l'hôpital avec un système de convertisseur chargeur plus de batterie. Comme je dis aussi, il y a l'énergie solaire qui commence maintenant à être, qu'on commence à voir dans nos projets aussi. Le- le- donc, à long terme, le coût de fonctionnement est très faible. Il n'y a pas beaucoup de maintenance, mais ça, dans, dans, dans le composant dont on a besoin, il y a les batteries. Et c'est là où le point, je dirais le point faible du système, c'est la capacité qu'on peut avoir avec les batteries. Donc le système solaire, ça va être aussi un système qui va être réfléchi et répondre aux stricts besoins qu'on a. Donc, parce que pourquoi je dis ça, c'est que quand on veut dimensionner un système solaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de prendre des mesures, si on a la possibilité de prendre les mesures de consommation sur une longue période. Actuellement, on a des systèmes qui nous permettent d'enregistrer euh, ces données et à partir de ces données, c'est d'analyser et voir comment on peut répondre maintenant avec un système approprié dans le but de diminuer les coûts tout en assurant l'alimentation euh, de tous les consommateurs qu'on a. Mais le problème, c'est que avec l'évolution, c'est que il y aura une augmentation de puissance. Et il faut, dans l'autre dimension, peut-être prendre en compte cette augmentation. Mais si cette augmentation se fait d'une manière brusque, le système risque de tomber en panne, non pas en panne, le risque de ne pas être suffisant pour alimenter ces charges, d'où l'installation ou le besoin d'un groupe électrogène pour supporter le système. Alors, dans ce cas-là, on perd le bénéfice d'un système solaire parce qu'on fait maintenant encore appel à de
d'un système de secours qui est le générateur qui va consommer du carburant. Donc, l'économie qu'on devait faire sur le carburant n'est pas la même qu'auparavant. Donc, ce système doit être pensé pour répondre aux besoins, mais avoir aussi cette vision à long terme et voir comment est-ce qu'on peut évoluer avec les charges qui montent, tout en faisant que quand on a cette augmentation, on pense, OK, est-ce qu'il n'y a pas moyen de limiter cette augmentation? Donc, c'est une stratégie à définir au sein de nos projets. Au départ, le système serait coûte cher, mais avec, encore une fois, dans dans les régions où on travaille, parfois, ça, le coût élevé, on peut le rattraper par rapport au coût du carburant. Ce sont les études qu'on va réaliser quand on va faire un dimensionnement solaire, dans combien de temps on va pouvoir récupérer l'investissement. Euh, Ici, vous avez, si je ne me trompe pas, on avait tous au moins lu l'étude de cas. Dans l'étude de cas, c'est la même chose que je viens de dire. Encore une fois, dans le contexte dans lequel on se trouve, quelle est la stratégie à mettre en place pour le centre de santé, les sources d'énergie primaires, les options de secours? Ici, on va aller un peu plus loin, on le verra. Quelle puissance, quel type de moteur utiliser pour le générateur? Et il y a les propositions pour l'abri et, la liste des équipements énergétiques euh, à commander avec, enfin, dans nos systèmes à MSF Logistique. Est-ce que tout le monde a pu commencer l'étude de cas? Moi, oui. OK. Moi, j'ai commencé. OK. Par rapport à ce que je viens de dire, est-ce que tu as une remarque ou tu as... Oui, moi, j'étais au niveau du dimensionnement. Là, j'étais en train de compléter les fichiers là, Hmm. de quoi? Bilan énergétique, sizing, les sizing là, Générateur sizing, oui. OK. Donc là, j'ai une petite question là-bas, mais c'est déjà répondu dans les forums. OK. OK. Très bien. Quelqu'un d'autre? OK. On va parcourir encore les sources d'énergie un peu plus en détail et puis on va revenir sur l'étude des cas. Si vous avez des questions, c'est à ce moment-là qu'il faudra les poser, mais aussi faire un échange. Surtout que ici, le but, c'est de réfléchir au fait, par rapport au contexte dans lequel vous vous trouvez, qu'est-ce qui peut être la source d'énergie la plus appropriée? Euh, Si je reviens sur la, la présentation, euh, donc, on a parlé de source primaire. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, une source primaire? Euh, si je, je peux essayer de répondre. Oui, La source primaire, bon, je peux appeler ça aussi source principale. tout à fait. C'est c'est la source, donc c'est la source principale, comme je viens de le dire, Hmm. qu'on utilise chaque jour OK. et ouais, qu'on utilise chaque jour. La seule source, donc la source principale qu'on utilise chaque jour. OK. Dans votre cas, quelle est la source principale d'énergie dans votre projet? Bon, moi, je suis à la coordination, mais on a des projets
Mhm. Par exemple, au projet des Rutshuru, Mhm. notre source principale, c'est le courant de la ville. OK. Projet de Bambo, c'est un système hybride, donc générateur avec solaire. Ah, OK. Donc, ça veut dire que au niveau de la coordination, l'énergie de ville est plus ou moins stable. Et que Oui, oui, s'il y avait parlé de la disponibilité, il n'y a pas de coupure. Peut-être il y a des coupures, mais ils ne durent pas trop longtemps. C'est pas des coupures qui vont durer 2 jours, une semaine, des choses comme ça. effectivement, c'est ça. À la Ouais. coordination, on a les projets de la ville Mm. avec, c'est ça la source principale. OK. Donc, encore une fois, ici, c'est la stratégie, c'est de voir dans le contexte euh, de vos projets, qu'est-ce qui peut être euh, la source principale de l'énergie, par exemple. Et si je pense que tu es au Mali, Oui, oui, actuellement, il y a un souci au niveau approvisionnement de carburant, je pense. oui, oui, Et effectivement. ça pose un problème, je pense, au niveau production du courant. Parce que, Oui, là, euh, actuellement, nous, on est à 6 heures de courant de la ville par jour. OK. Ah ouais, oui, parce que je te pose la question, parce que je connais le contexte, un peu le contexte Ouais, du ouais, Mali. ouais, ouais, ouais. Par exemple, dans les régions pas, un peu plus éloignées, si je prends l'exemple de Douenza, Mhm. là-bas, on produit l'électricité localement, c'est-à-dire Oui, avec des générateurs. oui, oui, Imagine s'il y a une panne sur ces générateurs ou s'il n'y a pas de carburant sur ces générateurs, ça veut dire que toute la région il va être coupée pour plusieurs jours. oui, Peut-être, ça peut aller une semaine, je pense, la dernière fois, ils ont eu une semaine de coupure sans électricité parce il y avait un souci au niveau de la centrale de production. oui. Ah, alors, on s'est posé la question, qu'est-ce qui doit être notre stratégie là-bas? Parce qu'on voit que même si le cas d'énergie de ville est là et plus ou moins stable, mais il y a des périodes où ça peut arriver où on n'a pas l'énergie de ville pendant plusieurs jours. À ce moment-là, on s'est dit, non, à ce moment-là, l'énergie de vie n'est plus stable, n'est plus viable pour nous. Donc, il faut mettre un mécanisme pour pallier à cela. Et ça a été, OK, nous, on disait, OK, la source principale, ça va être l'énergie de ville et le système de secours, ça va être le générateur. Maintenant, c'est le générateur qui est devenu la source principale. Et, la source primaire est devenue comme quand il est là, on l'utilise. Quand il n'est pas là, on utilise le générateur. Ça veut dire quoi? Quelles sont les conséquences pour vous? À ce moment, quand on dit on va plutôt prioriser l'utilisation des générateurs, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça implique? Bon, ça implique plus des coûts, les coûts de l'électricité vont être élevés. Oui, On va avoir, et puis, en termes de carburant, la consommation, tout ça, c'est vraiment, ça va être un budget colossal. C'est ça, en tout cas, moi, je pense que c'est ça. tout à fait. Mais il y a un Ouais. autre aspect qu'on a dit, c'est la continuité de service. Ouais. Quelqu'un qui peut. Donc, si on doit assurer cette continuité de service alors qu'on n'a qu'un seul générateur, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Ah, ça va être quand même difficile s'il n'y a pas une autre, s'il y a pas une autre source backup qui est là. OK. Dès que ces générateurs aussi tombent en panne, du coup, c'est les blackouts. Ah, complètement. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fonction de ces contraintes, peut-être on va dire, OK, nous,
la source primaire de l'énergie, ça va être le générateur. Mais le générateur, qui va être son backup? Puisque la source principale qu'on avait auparavant, qui est l'énergie de vie, n'est plus viable. Donc, il faut encore penser à un autre générateur. C'est pour ça que dans cette région, on a dit, OK, pour les hôpitaux et pour les maisons d'expatriés, il faut qu'on ait au moins deux générateurs qui sont là, installés. Donc, on est au moins sûr que si l'un tombe en panne, il y a l'autre qui va prendre le relais. Ainsi, le temps de réparer, on a cette continuité de service et pour aussi l'hôpital. Mais comme tu as dit, quand on va vers ces sources, vers le générateur comme source principale, il y a l'autre aspect aussi, peut-être, qui va concerner plutôt fleet management, la stratégie en termes de fuel, la capacité de stockage, des choses comme ça. Donc, vous voyez que en fonction des contraintes du terrain, il faut apporter les solutions qui vont faire en sorte que on puisse avoir cette continuité de service. Donc, c'est là où on dit, OK, maintenant, si on va vers le générateur, qu'est-ce qui va être la puissance? Est-ce que je vais utiliser les mêmes puissances? Mais dans le cas où le générateur devient une source principale, on conseille toujours d'avoir la même puissance parce que si l'un tombe en panne, il faut qu'il puisse assurer complètement les besoins. Quelqu'un d'autre qui peut qui peut partager l'expérience sur cette histoire de stratégie au niveau de l'énergie? Oui, bonjour. Bonjour, Moi, c'est moi, c'est Emmanuel. Désolé pour les retards à cause des différents travaux. pas de problème. Ouais, pour compléter, Lick, on travaille Ouais, en collaboration. Lui, il a la coordination, moi, je suis au terrain. ouais, Oui, donc, je peux dire ici, chez nous, quand même, on a une source de la ville qui est vraiment stable. Parce que si je compte en termes de centrales hydroélectriques disponibles sur place, il y a trois ok, centrales disponibles. Mais cela n'empêche que l'on puisse toujours avoir deux générateurs de secours. ok, Mais actuellement, la centrale qui nous alimente aussi est limitée par rapport à la production, d'où l'hôpital aussi est limité. Tellement ah, que les besoins augmentent, mais on est limité. Donc, il y a une stratégie qui a été adaptée, d'où augmenter la production oui, avec les solaires. oui, Mais c'est un cas avec les solaires, on a un système PV Fronius je vois. qui nous dessert seulement la journée. Donc, Oui, la nuit, on revient encore à un problème de besoin de la charge. C'est mhm, ça notre cas qu'on a de ce côté ici. Donc, ce que l'on doit savoir, étudier ou avoir, c'est la même solution qu'on a faite la journée, qu'on puisse l'adapter la nuit. Donc, c'est le cas d'ici chez nous, ok, ça à veut dire quoi, Ochuru. l'adapter la nuit? Donc, comme on a un problème de la charge et que Oui, les solaires viennent compenser oui, oui, ces besoins-là pendant la journée, mais oui, la nuit, c'est le même problème qui se répète. La charge ok, qui est élevée alors que nous sommes limités par ah, la ok, production de la ville. C'est ok. ça le contexte d'ici chez nous. Donc, la solution, c'est d'adapter maintenant, c'est d'utiliser les batteries ou c'est... Oui, c'est le cas là qu'on est en train d'étudier et voir Ah, ok, avec les budgets si c'est possible à faire. ok, Donc, ouais, très bien. Donc, encore une fois, ça, c'est un autre contexte qui est là parce que euh, je viens d'un projet où aussi on était dans la même situation où on est limité au niveau de la consommation. C'est-à-dire que ils ont même installé un système
où quand tu dépasses un certain ampérage, tu es disconnecté du réseau, quoi, carrément. Parce Oui, qu'il faut partager l'énergie disponible, quoi. oui, oui, Donc ça, ce sont les, les contraintes qu'il faudra faire face et qu'il faudra essayer de répondre par rapport à ce besoin qu'on a d'assurer la continuité de service. Donc, effectivement, oui. tout à fait. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. Hmm. Donc, si on continue ici, on va maintenant voir, maintenant, si on va vers la solution générateur, il y a plusieurs types de générateurs, euh, plusieurs puissances. Donc, comme dans l'étude de cas, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une idée de combien de puissance on a besoin. Et pour ça, il y a le fichier qu'on a mis en place qui permet de lister tous les consommateurs, leur puissance, le temps de fonctionnement. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi on met le temps de fonctionnement dans le générateur sizing? Dans le fichier qu'on a actuellement, il y a la, la- la partie où on renseigne la puissance et il y a aussi un pourcentage de fonctionnement par jour. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi on fait ça? Oui, si je peux me permettre. Oui, Vas-y. quand on met les temps à une puissance directement, on sous-attend déjà une énergie consommée. Donc, en soi, on doit savoir quelle énergie le générateur doit produire pour cette puissance-là donnée. Oui. Oui, ça, c'est Et- ça, oui, c'est vrai, parce que quand on parle de puissance et qu'on parle du temps, il y a l'énergie consommée. Mais il y a un autre aspect, en fait, c'est que si on mettait tous les consommateurs, sans tenir compte du temps de fonctionnement, parfois on peut se trouver avec un gros générateur. Donc, le temps de fonctionnement permet de rationaliser un peu. Je ne sais pas, pour les électriciens, c'est l'équivalent du facteur de simultanéité. Vous avez déjà entendu parler de ça? oui, oui, effectivement, oui. Ouais. Ça, ça, C'est le per- cas, oui. ouais, ça permet Mhm. d'éviter d'avoir un gros générateur. Et comme ici, encore une fois, on peut pas connaître tout le temps quand telle charge va fonctionner. On n'a pas une maîtrise là-dessus. C'est cet aspect qui nous permet de contrôle, d'avoir au moins un générateur qui a une taille raisonnable. Mais actuellement, on a des systèmes de mesure maintenant, enfin, des systèmes qui nous permettent d'analyser et d'avoir un profil de charge. Vous avez déjà entendu parler ou vous avez déjà utilisé les analyseurs d'énergie, par exemple. Est-ce que vous avez Oui, déjà fait... Oui, ouais, moi j'ai déjà utilisé les Monio. les monnaies, oui, les ammonies, oui, qu'on commence à déployer sur le terrain. Ça va faire quoi? Ça va nous permettre d'avoir des générateurs, de dimensionner des générateurs qui correspondent, euh, qui vont fonctionner dans la plage euh, optimale pour les générateurs. Parce que parfois, on se rendait compte qu'on était en dessous euh, on était en dessous, on était le générateur était surdimensionné. Donc, ce qui posait problème aussi au niveau de maintenance aussi, et l'usure prématurée des composants en mécanique. Mais avec ce système où on va étudier sur une longue période, et avoir un profil de charge, ce qui permet même d'avoir une stratégie plus fine au niveau de l'énergie. Donc, c'est ça l'avantage qu'on a actuellement des, euh, des systèmes, avec des systèmes
d'analyser d'énergie. Mais encore une fois, ça fonctionne quand on est dans une structure qui fonctionne, qui a l'électricité. Mais quand on ouvre un projet où il n'y a pas, on ne connaît pas, on n'a pas l'énergie au départ. Donc, il faut qu'on utilise quelque chose qui va peut-être nous rapprocher à la taille idéale du générateur. Donc, on a parlé de plusieurs types. Enfin, on trouve plusieurs types de générateurs. Et par rapport au type de générateur, c'est le type de moteur et le type de, comment on appelle, le tour par minute de ces générateurs. Il y a l'abri du générateur on va revenir peut-être un peu plus sur le type de générateur quand on va faire la sélection. Le générateur aussi, il faut l'abriter. Donc, sur l'Ogli, on trouve des documentations qui nous permettent de dimensionner aussi la taille idéale pour le générateur. Mais pas seulement la taille pour le générateur, l'abri pour le générateur, mais aussi pour les équipements pour intégrer ce générateur au circuit au circuit de distribution. Dans les types de cas, il y a eu des trous, je pense. Euh, Ça, c'était fait exprès. C'était pour que vous puissiez aller chercher les informations sur Unicat par rapport au modèle ou à type d'équipement et aussi de trouver les informations sur la puissance. Euh, je pense que ça a été, vous avez pu faire cela sans problème. Est-ce que quelqu'un a rencontré des soucis pour avoir l'accès à Unicat? Ok, tout le monde a pu avoir l'accès alors, je suppose. Vous avez tous accès? Oui? Non? Moi, j'ai accès. Ouais. Ok. Sidi, Emmanuel, tu as pu avoir accès à Unicat? Bon, normalement, j'utilise ça souvent, mais Ah, ok, donc tu connais. actuellement, on a vraiment beaucoup de travaux. Cela ne m'a pas encore permis à trouver le temps pour Ah, l'étude des cas. Mais quand même, ok, j'ai exploité les 4 modules, donc il me reste l'étude des cas pour continuer. Mais quand même, j'utilise Unicat très souvent. ok, très bien. Sidi, Mhm. tu as accès à Unicat? Oui, oui, Unicast, j'ai accès, oui. Ok, très bien. Donc, trouver l'information, c'est facile, il n'y a pas de souci. Oui, non, non, ça va. Très bien. Chercher l'information sur Unicast, ça va. Ok. Parce que c'était Mhm. aussi l'exercice pour Bon, pouvoir. l'exercice, en fait, j'ai pas pu. On est, comme vous le savez déjà, ces derniers temps au Mali, ici, on Je est sais, je toujours sais. là avec les problèmes qu'on a là, des Ouais, carburants. Du coup, on court de gauche à droite pour chercher du je sais. carburant. Du coup, le temps au bureau, c'est vraiment. Ah ouais, je Aujourd'hui même, je sais. me suis forcé pour assister à ça. Du coup, j'ai Je pas pu sais. faire l'étude des cas. Mm. Pas de problème. Ouais, C'est à votre rythme, donc pas de ouais. souci. Ouais. Mhm. Donc, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions sur l'étude de cas que vous voudriez peut-être poser ou clarifier? Euh, Moi, peut-être pour l'étude des cas, là où je n'ai pas compris, c'est là où on a demandé pour l'abri. Est-ce que c'est quoi exactement l'attente, votre attente par rapport à l'abri? Est-ce qu'il faut qu'on puisse vous montrer un dimensionnement, tu vois, des parties construction, concrète et tout? Je sais pas, donc j'avais pas bien compris la question pour l'abri. Ok. Donc, en fait, l'idée, c'est que
Par exemple, si tu as les mesures, par exemple, d'un générateur, et tu peux à partir de là dimensionner le mètre carré, dire, OK, pour ça, j'aurais besoin autant de mètres carrés pour mon générateur. Et aussi, c'est de décrire en mots les besoins pour tu peux parler de la disposition. Sur le titre de cas, par exemple, on voit où se trouve le générateur par rapport à la centre de santé. Et donc, c'est de décrire, en fait, par rapport à ce qu'on a. Et là aussi, c'est une façon de vous pousser à aller chercher l'information sur Logly pour trouver ces informations. Parce que sur Logly, on a aussi des documents qui permettent de définir, au moins de dimensionner un abri par rapport à la taille du générateur qu'on a. Donc, c'est pas de décrire en détail, c'est de voir, OK, pour ça, j'aurais besoin ça doit être couvert, ça doit permettre déjà de, une bonne ventilation pour le générateur. C'est tout. Ok. Et, Hmm. vous parlez de Logly. Logly, c'est Unicat? Ah non, parce que, Michael, attends, je ne sais pas quel est l'équivalent de l'oglyphe chez les Français. C'est là où, Bah, en où fait, tout se ouais, concentre. C'est là où, ouais. toutes les informations sont concentrées au niveau de l'unité technique, où on concentre tout ce qu'on partage comme document technique et, et comment on appelle ça, comment on appelle ça, il y a les documents, les guides, mais il y a les outils Ouais. aussi, comme le générateur sizing, vous pouvez le trouver là-bas. Comme par exemple, si on veut si on veut climatiser une salle, par exemple, il y a aussi un outil pour dimensionner la puissance frigorifique, par exemple. Euh, donc, ça se trouve sur l'Ogli, mais dans la partie HVAC. Mais comme chez nous, la partie énergie HVAC, c'est lié, on le trouve là-bas. Je parle quand je dis chez nous, c'est OGBA, MSF OGBA, aussi Mhm. billet. D'accord. Ah, chez nous, c'est centralisé sur notre SharePoint seulement. Donc, il y a des Ah, ok. dossiers. Je peux accéder. Voilà, C'est c'est ça. c'est la même chose. C'est ça. C'est bon, merci. Ok. Autre chose? Ma question, c'était, vous avez dit pour avoir le Genai Seizing, là, on trouve ça sur Unicat, hein? Non, 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 non. C'est pas pour. Ah, Ce qu'on trouve sur Unicat, parce que dans mhm. l'exercice, on vous demande aussi de préparer une commande. Ah, ok, ok. Ok, mais donc quand enfin, Unicad, ça permet d'avoir une description de l'article, y compris Mhm, les informations sur l'énergie, sur les paramètres, enfin, sur les informations électriques de l'appareil, mhm, par exemple. ok. Bon, peut-être, ce que je peux faire, peut-être un exemple ici. Attendez, je vais pas. Mais peut-être en attendant, je vais chercher un exemple que je vais partager, par exemple. Quelqu'un d'autre? Ou on peut continuer? Alors, je peux continuer alors. Euh, sur la partie énergie solaire. Énergie solaire, ça commence à devenir, à s'imposer petit à petit, euh, pour des raisons aussi de continuité de service et des coûts d'énergie aussi. On voit que dans certaines régions, on peut même pas avoir l'accès au fuel. Donc, le seul moyen d'alimenter euh, euh, nos structures de santé en énergie, c'est le système solaire. Et ça fonctionne bien, surtout quand on n'a pas de grosses charges. Euh, Par exemple, quand on peut éviter, par exemple, quand on n'a pas besoin d'utiliser les climatiseurs partout, donc
le système solaire devient encore plus adapté à ce genre de contexte. Euh, les avantages, c'est quoi? C'est on réduit la consommation du carburant, l'autonomie, le coût d'exploitation très faible parce que c'est lié à la maintenance. C'est silencieux, oui, parce que il n'y a pas de moteur qui tourne, il n'y a pas de pollution. Les inconvénients, c'est quand on commence à monter en puissance, ça veut dire aussi de faire appel à des entreprises spécialisées parce que la complexité euh, augmente. Je pense que c'est Emmanuel qui nous parlait je pense que du système avec Fronius. Ça, c'est-à-dire que, si je ne me trompe pas, c'est des panneaux solaires associés à un convertisseur, le PV, un convertisseur qui va recevoir tous les panneaux et permettre une consommation directe. Ce genre de choses, d'installation nécessite les compétences en termes pour paramétrer, même pour dimensionner correctement et faire la maintenance de ces équipements. Donc, et quand on va vers ce genre de système un peu où on associe le système euh, PV et le système consommation directe AC, donc ça demande de compétences spécialisées. Le coût, ça coûte cher, même si actuellement on voit que les prix baissent au fil du temps. On a besoin du soleil, ça a des régions, mais en Afrique, c'est pas un problème dans la plupart de nos projets. Mais dans certaines régions, c'est pas le soleil, c'est plutôt l'ombrage qui va faire que si on n'est pas dans un endroit où on peut recevoir des rayons directs et qu'il y a beaucoup d'ombrage, donc ça va nécessiter de faire des études aussi géographiques et aussi par rapport à la situation des bâtiments pour éviter ces ombrages. La batterie, les batteries, ça, comme j'ai dit, c'est le point faible du système solaire parce que ça coûte cher et ça a besoin ça coûte cher et les conditions dans lesquelles se trouve comptent beaucoup. C'est ce que je dis, la température euh, qui va faire en sorte que la durée de vie va être limitée. D'où maintenant, de plus en plus, on fait des installations. Je pense que quand on passe maintenant au système solaire, on pense directement aux batteries lithium parce que c'est des batteries qui sont actuellement, qui commencent à être accessibles, mais qui ont une durée de vie supérieure, mais qui peuvent travailler aussi dans des conditions de température élevée. Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 50 degrés, si je ne me trompe pas. L'espace, parce qu'il faut installer des panneaux pour avoir une capacité suffisante. Encore une fois, ce sont les dimensionnements qui vont nous donner les besoins en termes d'espace aussi. Parfois, pour couvrir les besoins, on n'a pas assez d'espace pour cela. Donc, à ce moment-là, est-ce que la solution solaire est toujours applicable? Bon, ici, pourquoi ne pas utiliser alors toujours le système solaire? Encore une fois, ici, c'est lié au profil de charge. Par exemple, l'hôpital, on consomme la nuit et on consomme la journée. Donc, le profil de charge, c'est ça qui va permettre de voir aussi dans quel, dans quelle, euh, dans quelle mesure on va intégrer le système solaire. Pour les bureaux, les bureaux, les hôpitaux qui fonctionnent 24 et 6/24, la solution solaire peut être adaptée, est adaptée en fonction de bien dimensionner le système et permettre en même temps, peut-être pour l'utilisation de la journée, consommer directement, d'où le système à consommation directe
et charger les batteries si on va vers cette solution aussi pour la nuit. Pour les bureaux, c'est la même chose, mais la nuit, il n'y a pas besoin parce qu'il n'y a personne qui va, qui va aller travailler la nuit. Donc, les besoins en termes de stockage vont être moins importants. Donc, à ce moment-là, le solaire est aussi est très intéressant. Mais par contre, pour les résidences, euh, enfin, je dis les guest house, par exemple, où la journée, il n'y a personne, mais par contre, c'est au moment où on produit plus. Donc, il faut pouvoir stocker beaucoup d'énergie. Donc, qui dit stocker beaucoup d'énergie, dit la taille de batterie plus importante. Donc, d'où les coûts aussi liés à cela. Donc, à ce moment-là, il faut trouver un compromis par rapport au profil de charge et ce que l'on peut dépenser aussi en termes d'investissement. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour le système solaire. Mais comme je disais, pour les hôpitaux où il y a une consommation tout au long de la journée et le profil de charge permet de consommer la journée. Et si on adopte le même système pour la nuit, de charger la nuit. Donc, encore une fois ici, ça va dépendre de la taille. Et une fois qu'on a analysé le profil de charge, la taille et les moyens à notre disposition. Le système solaire hybride, qu'est-ce que vous entendez par là? Quelqu'un peut compléter l'information ici? Et définir les systèmes solaires Solaire hybrides. hybride, oui. Bon, un système hybride, c'est un système qui a plus de deux sources. Donc, comme je Mhm, n'ai pas déjà le solaire, donc déjà prioritairement, il y mhm, aura le solaire. mhm. Et puis, il va se compléter par une source, une autre source, par exemple, les générateurs ou les courants de la ville. Donc, là, on peut partir d'un système Euh, solaire hybride. Exactement. Ici, on a donc, ici, on peut vous parler aussi de la source privée. Ici, c'est le soleil. Et c'est le soleil qui va permettre de charger la batterie et consommer euh, au niveau AC. Ça veut dire que si on peut connecter encore un système, celui-là, on peut prioriser, par exemple. C'est-à-dire, OK, moi, je vais prioriser la consommation solaire. Si la consommation solaire n'est pas suffisante, je passe à, à- à- en fait, j'appelle à une autre source pour compléter ma demande. Ou si mon niveau de batterie est bas, au lieu de couper complètement, j'appelle à une autre source qui va prendre la relève et charger aussi les batteries. Si j'ai programmé que une fois que la batterie sera chargée jusqu'à un certain niveau, je déconnecte la source, l'autre source et je passe parce que je veux prioriser cette chaîne de production. Ça, c'est un système hybride. Donc, même quand on va installer sur des sites isolés, c'est pour ça que quand on prévoit aussi un système de secours, parce qu'on ne sait jamais. Même si on pense à une autonomie, peut-être la plupart du temps, quand on fait un dimensionnement, on va faire un, on va prévoir une autonomie d'un jour ou 2 jours, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Quand on n'arrive pas à produire assez et que les batteries tombent en dessous de la valeur autorisée, il faut qu'il y ait une autre source qui va être capable de prendre la relève. La relève. Donc ça, c'est le système hybride. Le système solaire connecté au réseau, ça c'est un système où on produit, on consomme en même temps et parfois on peut même envoyer au réseau ce qu'on a produit. Ici, ce système connecté au réseau, on le voit encore dans dans les, dans, dans les résidences. Pourquoi? Parce que quand la journée, on produit plus d'énergie,
qu'on a besoin, parce que l'énergie qu'on a besoin, c'est pour charger les batteries la plupart du temps. Le reste, on va l'envoyer au réseau et dans certaines conditions, le courant que tu envoies sur le réseau, tu es payé. Donc, tu peux amortir ton installation plus vite. Ici, vous voyez qu'il n'y a pas de batterie, ici. Pourquoi? Parce que ici, par exemple, si je prends l'exemple de l'Europe, les batteries sont délocalisées. Donc, au fait, quand tu produis la journée, ton énergie va peut-être servir à charger les batteries qui se trouvent quelque part. Mais comme tu as un contrat avec le gestionnaire de réseau qui te permet de consommer de l'énergie, lui, il va voir la différence par rapport à ce que tu as produit et euh, la nuit, tu vas pouvoir récupérer ce que tu as produit la journée. Donc, c'est des systèmes qui se mettent en place euh, actuellement, surtout en Europe. Vous voyez qu'ici, on n'a pas besoin d'investir dans les batteries parce que les batteries, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire et qui va faire une taille plus conséquente de batterie. Et l'énergie que tu as produite va te revenir d'une autre manière par le réseau, surtout la nuit. Le système hors réseau, c'est le système où tu dépends seulement du soleil, des panneaux solaires. Mais ici, dans ce cas aussi, on prévoit, même si ce n'est pas le présentant, un générateur ou un autre backup. La plupart du temps, c'est un générateur qui va prendre le relais quand on est dans les conditions où le soleil ne peut plus produire. Euh, je sais pas, ici, euh, ici, on a fait une différence. Encore une fois, ça, c'est lié à la taille de l'installation. Quand on dépense les 5, ici, c'est 5 kilowatts pic. Il faudra que je mette à jour le fichier. La complexité commence. À ce moment-là, au bas, on a décidé de faire une étude poussée. Donc, ça devient un projet qui, qui a besoin d'être suivi au jour le jour par un chef de projet depuis la conception jusqu'à à l'implémentation. Et dans ce cas-là, quand on veut faire ce projet, on pense aussi pas seulement à avoir le profil de charge pour adapter l'installation, mais aussi les équipements qui vont avec, les accessoires de montage, etc., etc. Et parce que ça doit être fait selon les standards, il y a un chef de projet qui va suivre cette implémentation. Euh, Dans l'énergie solaire, on parle aussi des équipements qu'on utilise, par exemple, des systèmes dimensionnés principalement, principalement pour une application, que ce soit pour la radio, la chaîne de froid, le pompage. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Grundfos, par exemple, qui, 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 qui vous donne, par rapport à la pompe que vous voulez, aux descriptions techniques de votre puits de pompage vous permet de dimensionner un système complet, c'est-à-dire euh, des panneaux, ainsi que il vous donne le nombre de panneaux et vous donne la taille de convertisseur chargeur et de la pompe aussi en un kit, si on peut dire. La plupart du temps, pour nous, c'est des climatiseurs hybrides qui peuvent fonctionner avec les panneaux, mais aussi par rapport euh, avec l'énergie de ville aussi. Bon, avant de passer aux questions, est-ce qu'il y a des questions sur l'énergie solaire et les applications qui vont avec? Non? OK. Alors, on peut passer aux questions
manière générale. Pas de questions? Moi, c'est juste, si je voulais compléter mes notes ici, Hmm. sur la partie stratégie où on a parlé des pour, contre et quand utiliser. Alors là, c'est la partie solaire. Il me manquait quelques notes là. La partie quand utiliser, si tu peux m'aider à compléter ça. Quand utiliser l'énergie solaire comme c'est principal. Je pense que c'était de ça on parlait. OK. Pour moi, il y a trois possibilités. Moi, je dis, en ce qui me concerne, moi, j'identifie trois possibilités. La première possibilité, encore une fois, c'est lié au contexte dans lequel on travaille, c'est que euh, on se trouve dans une région où l'électricité de ville n'est pas stable. Mm. Deuxième, là où l'utilisation des générateurs est limitée. Et Mhm. là, ça devient alors une question parfois de sécurité. C'est là où on va installer des systèmes solaires, mais de taille réduite, pour avoir cette continuité, mais de manière limitée. Donc, assurer la sécurité, assurer la communication, assurer l'éclairage de sécurité. Dans certains services, par exemple à l'hôpital, faire en sorte que on ait un minimum au niveau de l'urgence, par exemple, bloc opératoire, etc. Donc, encore une fois, ça va être une stratégie au niveau de la mission par rapport au contexte de chaque projet. Ça, c'est une chose. Donc, la première chose, on n'a pas cette possibilité d'avoir l'énergie de ville. On n'a pas la possibilité d'utiliser les, les générateurs parce que le fuel n'est pas accessible ou parce que ça peut arriver aussi. Et là, c'est là où on va vers sur l'énergie solaire. À ce moment-là, c'est ce que je disais, ça c'est l'énergie solaire, ça permet d'assurer le minimum. Mais à long terme, si on voit que cette situation, c'est quelque chose qui est caractéristique dans la région où on se trouve, alors on pense maintenant avoir, ça c'est un second temps, comment avoir un système plus large, donc avoir un système solaire centralisé permettant d'assurer l'alimentation, par exemple, d'un hôpital ou d'un, d'une guest house. Ça, c'est la première chose. Donc, ça, c'est là, on répond à une question de sécurité et une question pour la continuité de service. Deuxième chose qui est liée à ça, c'est que on peut utiliser le système solaire parce que Emmanuel a parlé maintenant, on a l'électricité de ville, mais c'est pas suffisant, mais on peut augmenter. Donc, ça permet aussi de réduire la consommation. Donc, c'est pour ça qu'on va associer euh, l'énergie disponible, le système connecté, PV, comment dire, euh, d'ici associé courant alternatif, courant DC, c'est-à-dire courant DC, c'est les panneaux, avec ce système qui va permettre de consommer euh, directement en mettant en parallèle l'autre source d'énergie qui peut être l'énergie de ville ou le générateur. Donc, si on a un générateur, ça veut dire on va utiliser moins le générateur, donc réduire la consommation. Donc, c'est aussi une stratégie qui peut être définie en, en termes au niveau de la mission. Ça, c'est euh, ça, c'est une autre utilisation. L'autre utilisation, c'est quand Euh, dès le début, on dit non pour éviter euh, pour éviter donc et réduire la dépendance au fuel. On va aller vers l'énergie solaire. Et je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. J'ai bien compris. Très bien. Merci.
Et j'ai une question, hein. Sidi? Moi, c'est sur l'abri des générateurs. Mhm, Parce que ok. quand j'ai vu le schéma que vous avez présenté, c'était il y a 2 mètres de hauteur à partir À partir, ok, je du peux, générateur. ouais, Et je vois aussi qu'il y a au moins 1,50 m de chaque côté. ouais, ouais. Euh, Est-ce que c'est ça en fait la norme MSF ou bien c'est une norme internationale qui est là Euh, qu'il faut pour l'abri des générateurs? non, ça, c'est pas, je dirais pas une norme internationale, mais ça, c'est les bonnes pratiques qu'on sait de l'MSF. Parce Ok. que quand on laisse cet espace autour du générateur, ça permet de circuler autour du générateur et de Mhm. faciliter la maintenance. Parce qu'il Ok. faut ouvrir les capots parce que bon, dans la plupart de nos installations, les générateurs sont des générateurs avec capot insonorisé. Donc, qu'il faut pouvoir ouvrir. Il faut qu'il y ait de l'espace pour ouvrir et faire les réparations nécessaires tout en permettant de tourner autour aussi. Et la hauteur aussi, c'est, je sais pas si peut-être pour les électriciens, ils ont déjà fait l'expérience. Quand on abaisse et que parfois on oublie dans l'installation, dans enfin, le guide pour l'installation, euh, la sélection et l'installation d'un générateur, on vous recommande aussi d'installer un cheminée pour évacuer les fumées. Bon, prenons l'exemple où on n'évacue pas les, les fumées et que la hauteur au-dessus du générateur est un peu plus bas. Donc, on va avoir autour du générateur de l'air chaud et on va diminuer la ventilation autour du générateur, au fait. Surtout si c'est euh, un endroit fermé. Donc, cette hauteur, ça permet aussi d'avoir une bonne circulation autour du générateur aussi. Ok. Mm. Et j'ai une deuxième question. La deuxième question, c'est par rapport à la protection de l'environnement. Ouais, On parle à chaque fois, ici, on parle que dans le monde et même chez MSF, on parle tout le temps de protection de l'environnement. ouais. Mais là, on continue encore à parler des générateurs, générateurs, générateurs. Ouais. Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que MSF prévoit pour Ah, ne plus parler des générateurs au lieu d'aller toujours dans les solaires? ok. Si on prend l'exemple du Mali, quel est le souci avec le Mali pour moi? Bon, aujourd'hui, les soucis au Mali, c'est on a le problème des carburants. Tout à fait. Et là, déjà, ça nous met même si tu as les générateurs au jour d'aujourd'hui, pour avoir même les carburants pour démarrer les générateurs, c'est un problème. Et c'est aujourd'hui, on est en train de courir de gauche à droite pour essayer de Mhm. mettre en place des systèmes solaires, au moins Ouais, pour je sais, pouvoir, je même sais. si ça, voilà. Euh, donc, encore une fois, au niveau MSF, il faut commencer petit à petit. Ben, je disais, quel est le souci avec le Mali? Le Mali, c'est un pays chaud où on a besoin de climatiser. Donc, OK. pour commencer, il faut diminuer le besoin en climatisation. Comment est-ce qu'on va diminuer les besoins en climatisation? Ah, ça, Mais les Hein? besoins, donc, diminuer la dépendance de la climatisation à l'énergie du générateur ou bien? C'est-à-dire, ben, on voit que par exemple dans les pays, je prends l'exemple du Mali parce que je connais le contexte un peu, c'est que la majorité de la consommation est consommée, c'est les climatiseurs qui consomment la plupart de l'énergie. Alors, pour diminuer cette consommation, il faut commencer par diminuer cette consommation. Et au niveau des besoins en climatisation. Pour MSF, et ça a commencé avec la construction, c'est de faire quand on va construire des bâtiments,
construire des bâtiments moins énergivores, qui ont moins besoin qui- dont le besoin en climatisation est diminué. C'est-à-dire quoi? Une bonne isolation du bâtiment. Donc, le choix des matériaux lors de la construction doivent permettre de réduire la consommation et le besoin en climatisation. Ça commence par là. Donc, une bonne isolation, surtout au niveau des pharmacies. Et ça veut dire aussi au niveau des guest house, si on peut diminuer l'utilisation des climatiseurs en commençant. OK. Choisir des maisons bien isolées. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est au niveau des technologies qu'on utilise, c'est de choisir des climatiseurs moins énergivores. On vous attendait parler des climatiseurs inverters avec la technologie inverter qui permet de diminuer la consommation électrique. Et dernier point, c'est au niveau de l'utilisateur. C'est être conscient. C'est-à-dire c'est ce qu'on essaie de faire, c'est d'éduquer les gens à diminuer d'utiliser rationnellement l'énergie euh, qu'on a, c'est-à-dire éteindre quand on quitte la chambre, des choses comme ça au niveau de l'utilisateur en soi. Et aussi, changer aussi par exemple, le type d'ampoule qu'on utilise aussi pour diminuer la consommation et adapter la technologie. Par exemple, actuellement, Euh, je pense que c'était un projet au Burkina, chez les Suisses, que j'ai visité, où dans la pharmacie, ils ont installé une boîte dans une boîte. Donc ça permet de séparer la zone où on a besoin de climatiser et la zone où il n'y a pas besoin de climatisation. Donc ça permet d'avoir euh, 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 un besoin de climatisation réduit et en ce sens, réduire aussi la taille des générateurs, mais aussi adapter la technologie de climatiseurs utilisés. Et au niveau de l'éclairage, ça c'est parfois quand on entre dans la pharmacie, la lumière est toujours allumée, mais la lumière s'allume automatiquement par rapport aux gens qui rentrent et dans la région où tu te trouves. Donc on ne va pas allumer toute la pharmacie, mais on va allumer la zone où il y a la présence humaine en fait. Par exemple, ça c'est des solutions qu'on essaie de mettre en place. Et il y a une équipe qui a fait une étude sur ce qu'on peut réaliser. Ils ont donné les recommandations. C'est ce qu'on essaie actuellement de mettre en place. Mais encore une fois, euh, le système solaire maintenant commence à venir dans ce sens-là pour diminuer euh, l'utilisation de ces groupes électrogènes et l'utilisation du carburant, de l'énergie fossile, en fait. Ok, Mm. j'ai compris. C'est Mm. quand même bien. Ouais, mais C'est- ça demande ça demande beaucoup de planification. Par exemple, au niveau de construction, ça demande une étude bien poussée. Mais malheureusement, avec MSF, parfois, tout est urgent. Donc, il n'y a pas ce mécanisme qui se met en place pour bien faire. Par exemple, c'est le dernier système que vous venez de dire comme ça par rapport à la lumière qui s'allume au fur et à Ouais, ouais, mesure que les gens marchent. Je trouve que ça, c'est un bon système si ça arrive à être déployé. ouais, C'est ouais. quand même, ça diminue quand même la consommation en énergie. Ouais, Ou ouais, tout à bien fait. juste mettre la climatisation juste l'endroit où on a Mm. besoin de la climatisation et puis au lieu de mettre une vingtaine de clim pour une salle, Ouais. euh, Ouais. carrément, c'est ça. Ouais, mais encore une fois, le départ, c'est une bonne isolation du bâtiment. Donc, Ouais. un bâtiment bien isolé va consommer moins d'énergie en termes de climatisation. C'est ça Ouais.
Normalement, par exemple, les fenêtres qu'on a, c'est des fenêtres de simple vitrage. Mais actuellement, on peut avoir des fenêtres double vitrage qui permet aussi d'éviter cette transmission de chaleur qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Ok. Vous avez parlé Mais aussi des calculs, des dimensionnements des climatiseurs dans une salle. oui, oui, oui. Oui. Est-ce que, il y a cette fichier-là Sur, à la fin de pour OCB, je pense que sur Sherlock, je pense qu'il y a moyen de SharePoint? trouver. Ok, ok, Sherlock, il y a moyen de ok, trouver ça. ok. Je pense que tu peux trouver ça Sherlock. est-ce qu'on ouais, ouais. Est-ce qu'on n'a pas accès entre différentes sections? Je pense qu'on a accès à euh, par exemple, moi je peux aller chercher les informations sur Sherlock. Ok, Ouais. Donc sur Sherlock, il y en a aussi. Et ok. chez OCB, HVAC est bien développé. Ils ont même une équipe spécialisée pour ça. Hmm. Mm. Parce que c'est là où moi, en tout cas, c'est ma référence, en tout cas en termes de HVAC, Ok, OCB. Ouais. ok. Ouais. Ah, merci. Ouais, avec plaisir. Euh, si Emmanuel n'a pas une autre question, moi j'ai une question. Oui, vraiment une question, un cas. D'ailleurs, OK. c'est pas d'ailleurs une question, c'est un cas qui nous arrive, hein. Mhm. Comme on a dit, comme j'avais dit, avec ce système-là d'injection Mhm. au Injection réseau, directe. Ouais. injection directe au réseau, il arrive des fois que l'on a des concentrateurs qui s'arrêtent, hein, quand ils sont en Ah. plein fonctionnement. Ah. Et ce cas-là arrive lorsque on a une injection avec générateur. OK. Donc, les Fronius prend, surtout quand il y a un ensoleillement élevé, trop de Mhm. soleil vers 13h, 12h ici chez nous, Ouais. Ouais. il arrive que le système solaire produit assez, il fonctionne à Ah. sa Ah. puissance max OK. et que les courants de la ville n'est pas disponible à 16 heures par exemple. Le Mhm. générateur est en marche, le générateur devient moins chargé parce qu'il Mhm. est déjà, comme vous avez dit bien avant, et c'est le cas qu'on a toujours. Le Fronius prend une grande partie de la charge, le générateur devient moins chargé. Maintenant, cela comme conséquence sur certains équipements tels que les concentrateurs d'oxygène dans différents services qui s'arrêtent et redémarrent. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu dans Ah. vos différents projets ce cas-là, ou quelle solution ou conseil vous pouvez me procurer pour cette situation? Franchement, moi, j'ai pas d'expérience. J'ai pas rencontré ce cas. On a actuellement un projet qui fonctionne actuellement. Moi, j'ai pas encore eu de retour sur ce genre de problème. Mais encore une fois, ici, avant de dire quelque chose, peut-être, c'est de faire appel aux spécialistes, hein, de ce système. Parce que c'est là où je dis les compétences techniques, ça commence à devenir important. Parce que euh, quand, quand le soleil commence à produire beaucoup, donc il faut dire au générateur de diminuer. Et ça, parfois, ça se fait avec une augmentation de fréquence. Est-ce que c'est pas ça qui fait que quand la fréquence Effectivement, augmente, hein, effectivement, la fréquence passe à à 51 50 à 5, souvent, ouais, à 52, 51, je pense, 52, ouais. à 52, oui, Donc, à ce est-ce que genre de cas, oui. c'est pas à ce moment-là où donc on voit que, parce que Oui, première le système, hypothèse pour moi, ouais, comme première hypothèse,
j'ai conclu directement, c'est certains équipements, par exemple, qui sont sensibles Sensible, à oui. cette variation-là de fréquence, Hein, tellement qu'ils sont aussi protégés par des GPS. IPS, Hein. mais ils s'arrêtent toujours. S'arrêtent Ah, toujours. C'est pas un cas fréquent, mais hein, comme je l'ai dit, c'est lorsque les GNE marchent et en hein. route et le réseau de la ville n'est pas là et qu'il y a un grand ensoleillement. Oui, oui, tout à fait. Ça veut Ouais. dire que le Fronius va essayer de freiner va communiquer aux autres, dire arrête, arrête de produire, laisse-moi Oui, 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 c'est donner le le cas. maximum. Et là, Oui, oui, c'est ouais. exactement ça. Oui. Bon, encore une fois, ça s'arrête là, ma, Merci, ma Dieu connaissance au merci. niveau. Merci. Parce que j'ai pas fait face à ce souci, mais je sais que c'est des choses qui, encore une fois, qui demandent des spécialistes. Par exemple, pour implémenter le projet, par exemple, on l'a pas fait nous-mêmes. Il y a une entreprise, ça c'est le projet qu'on a, c'est au Soudan, Mm. Soudan du Sud, je pense à Malakal. Et ça, c'est une entreprise spécialisée qui est venue de Nairobi, du Kenya, parce que c'est là où il y a le hub. Et ils sont venus implémenter ça. Et jusqu'à maintenant, parce on est dans une période de garantie, ils sont obligés de faire un monitoring et faire des rapports quotidiens, enfin, régulièrement sur le fonctionnement, sur les bugs et tout ça, quoi. Et ça, c'est un autre problème qui peut se poser quand on veut implémenter un système solaire. Et aussi les cas pour les réseaux de la ville, par exemple, s'ils veulent intervenir chez eux, il y a Ouais. risque, il y a risque qu'il y ait un retour vers chez eux Euh, dans mais ce genre de cas. normalement, ils vous interdisent quand même complètement. Merci, Ils vous, merci. ils interdisent d'injecter. Donc ça, il faut éviter. Donc je pense que c'est le cas, hein. Parce qu'il n'y a pas cette, comment dire. Par exemple, en Europe, oui, il y a des, comment dire, il y a ce genre de contrat qu'on passe avec le gestionnaire de réseau. Et le gestionnaire de réseau vous autorise à produire et à injecter sur le réseau. Mais Oui, dans nos contextes, ça, c'est catégoriquement non. oui, Ici au Congo, déjà, Hmm? la configuration, on désactive la réinjection au réseau. Ouais, Désactive ça, normal. complètement. Mm. effectivement, c'est ça. L'injection est désactivée. En tout cas, c'était ça ma plus grande préoccupation pour Euh, les mais générateurs. malheureusement, Emmanuel, ici, on va pas te fournir plus de détails parce que ça, ici, c'est encore au niveau basique, quoi. Mais ça, Merci. c'est une question que les référents, ils peuvent répondre, même pour eux, même, ils peuvent même, parce que le soleil, c'est vraiment une spécialité. Vraiment que même les fournisseurs de Fronius, Victro par exemple, quand vous avez la chance d'avoir un fournisseur agréé, c'est facile d'avoir ces informations. C'est facile de faire appel à eux pour ce genre de problème. Et je dirais même passer au niveau supérieur, au niveau même des maisons mail, par exemple, au niveau de Fronius. En Europe ou Victron à Hollande ou Victron, parce que Victron est organisé en sous-région, par exemple, d'avoir des techniciens spécialisés sur ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout si on entre dans la paramétrisation, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de paramètres à maîtriser. Euh, Oui, oui. Merci, merci. ouais, avec plaisir. OK. Je pense maintenant, enfin, s'il n'y a pas d'autres questions, Michael, on peut clôturer ici. Oui, je pense que on va arrêter ici. Donc,
D'abord, merci beaucoup à tous. Je pense que le fait qu'on était un petit groupe et